Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's Primetime Bangui newscast on Spectrum Television. Our top stories tonight: at the National Assembly today, 2 legal projects were presented to Parliament, both aimed at rectifying certain dispositions of the convention related to the International Civil Aviation Body signed on the 16th of October 2016. The stakes of the work was surrounded by examining the finance law of 2021, plus talking sport, health and security make up the content for the Governor of the Littoral Regions tour. Today in the city of Douala, we shall be revisiting his tour. Tonight's newscast, and plus women from Manu Division from the southwest region of Cameroon decry the socio-political tensions that are craving the northwest and southwest regions as they call to return of normalcy and peace in the Manu Division. And those were our top stories. Hello, good evening. Thanks for watching the Primetime Bangui newscast on Spectrum Television. We begin our very first element in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Assemblée nationale, ce jour, 2 projets de loi ont été déposés sur la table des députés. Globalement, ils visent à ratifier certaines dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée le 6 octobre 2016 à Montréal, c'est au Canada. Entre-temps, on était également réunis au sein de la Commission des Affaires étrangères pour examiner un projet de loi. Le point des travaux est avec Olivier Bozique. 2 projets de loi venus de la présidente de la République ont été annoncés aux parlementaires. Il s'agit d'une part du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole portant amendement de l'article 50 alinéa A de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signé le 6 octobre 2016 à Montréal, au Canada. Initialement composé de 21 membres, les amendements successifs de l'article 50 alinéa A du dit protocole ont permis de porter le nombre des membres du Conseil de l'OAC à 36 en 1990. Cette 5e modification vise donc le relèvement de ce chiffre à 40. D'autre part, les élus de la nation ont reçu de la présidence le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole portant amendement de l'article 56 de la même convention. Ce nouvel amendement de l'article 56 prévoit de porter de 19 à 21 le nombre de membres de la commission de navigation aérienne. À l'origine, elle était composée de 12 membres, mais a évolué à 19 à la faveur de la modification subséquente. Les 2 textes seront présentés et défendus par le ministre des Transports. Pendant ce temps, à la commission des Affaires étrangères, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale répondait aux questions des députés sur la plus-value du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention multilatérale de sécurité sociale de la Conférence interafricaine de la sécurité sociale adoptée le 27 février 2006 à Dakar, au Sénégal, tout récemment soumis à l'examen, au vote puis à l'adoption du Parlement. Still talking on the finance law, and in Parliament, almost 40 billion is the additional amount decided upon by Parliament to rectify inflation with the aim of combating inflation. The amendment, however, does not include fuel. The following report tells us more. In the ordinance amending and supplementing certain provisions of the 2022 finance law to be ratified by Parliament, the provision intended for basic price support is increased to 40 billion CFA francs, that is, almost the triple of the 15 billion provided for in the initial financial law. Government explains that this increase is aimed at combating inflation. This, however, does not indicate how the money will be used to achieve this end or which products are concerned. It is, however, certain that fuel is not concerned. An amount of about 480 billion CFA francs is already budgeted to subsidize these products. With a view to stabilizing the general level of prices, failing to the ability to reverse the trend, the National Institute of Statistics suggested to government that to implement the additional support to businesses and households, both comprehensive and targeted.
The INS notes that, on an average of the last 12 months, the inflation rate is very close to the CEMAC community standard of 3.0% at the end of March 2022, and it has already exceeded or crossed. These are Ebolowa, Bamenda, Marwa, Betwa, Bafoussam, and Garua, respectively. These inflationary tensions indicate the INS are maintained by the prices of food products, in particularly meat, bread, cereal, flour, fish, oils, and vegetables. Nothing, however, has been done at this point, and it is very likely under the conditions that the inflation rate will cross 3% threshold retained by the CEMAC region and Cameroon in particular. The Central African Republic countries such as Congo, Gabon, Equatorial Guinea, and Chad are multilateral surveillance system which Cameroon has to respect scrupulously. Et le tout premier gazoduc de l'Afrique centrale prend progressivement corps. Disons-le, c'est un projet d'importance capitale et stratégique pour l'Union européenne qui essaie de se libérer, sinon de réduire sa dépendance au gaz russe. Mireille Sebdji, à Yaoundé. Le projet du premier gazoduc d'Afrique centrale est en marche. La cité balnéaire de Kribi au Cameroun en sera le point focal. 10 milliards de dollars, tel est le montant de l'enveloppe financière du projet qui couvrira toute la sous-région. Le dit budget est d'ores et déjà disponible. C'est ce qui ressort de la réunion tenue le 7 juin avec le financier Afreximbank, une rencontre présidée par Gabriel Obiang Lima Nguema, le ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie de la République de Guinée équatoriale. L'on apprend que lors de cette assise, une collaboration a été justement discutée entre la Guinée équatoriale et Afreximbank. Aussi, cette rencontre s'est faite l'occasion de la présentation des objectifs du projet de gazoduc. Celui qui vise à soutenir la sécurité énergétique et à réduire la précarité énergétique dans les pays membres de la CABEF. Il est question d'améliorer la compétitivité des secteurs de l'énergie au Cameroun, au Rwanda, au Burundi, au Gabon, au Congo, à Sao Tomé et Principe, au Tchad, à la Guinée équatoriale, à la République démocratique du Congo et en Angola. Rappelons que, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les réserves en gaz de l'Afrique attirent de plus en plus les regards de l'Union européenne, cherchant notamment des alternatives à son approvisionnement en gaz par la Russie. Cependant, si le continent dispose de nombreuses réserves en gaz, le manque d'infrastructures reste un frein majeur. Les enjeux sont donc cependant immenses, à la fois économiques et géostratégiques. Plusieurs pays africains font face à des coupures régulières de courant. Avoir accès au gazoduc leur permettrait de produire plus d'électricité à travers des centrales thermiques alimentées en gaz naturel. Et ce n'est pas le seul avantage économique puisqu'avec cette électricité, ces pays gagneraient en productivité avec des industries qui fonctionneraient. Et le secteur agricole pourrait ainsi tirer son épingle du jeu car le gaz permet de faire des engrais essentiels et dont les coûts explosent avec la guerre en Ukraine. Sécurité, santé et sport sont quelques points au menu des rencontres semestrielles régionales de coordination administrative et de maintien de l'ordre ouvertes ce 15. Elles s'achèvent demain 16 juin 2022 à la mairie de Bonamoussadi. C'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Aurélien Danquin. La ville de Douala a accueilli cette année la poule E de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 organisée par le Cameroun. Un événement qui s'est déroulé sans incident. Le point sport n'est pas le seul fait marquant dans la région du littoral pendant les 6 derniers mois. La réunion de coordination administrative doublée du CCO des 16 et 15 juin nous donne de revisiter la région du littoral. Pendant le premier semestre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'objet des exposés des sectoriels. Et maintenant, nous devrons projeter quelles sont les mesures à prendre pour améliorer des zones d'ombre et pouvoir permettre que nos populations, n'est-ce pas, trouvent solution à leurs problèmes. À la résurgence de la pandémie du coronavirus, il faut continuer le respect des mesures barrières
édictées par le gouvernement, idem s'agissant du choléra. La criminalité urbaine et la menace des répercussions de la crise anglophone seront également abordées. Et demain, il sera question maintenant au niveau du comité de coordination de maintien de l'ordre de voir les volets sécuritaires et puis des stratégies à prendre pour que nous puissions amortir les effets de grand banditisme dans la ville de Douala par exemple, et puis les situations d'agression parfois qu'on a au niveau du Mungo avec certaines actions séparées et isolées des séparatistes. À ce sujet, pour l'autorité administrative, il n'y a pas meilleure solution que la coopération. À Douala, lorsque vous agissez avec l'information, la réaction est immédiate. Mais la plupart du temps, ces situations se passent, personne n'appelle les responsables pour dire dans tel quartier, il se passe ceci. Et chaque fois qu'on a eu l'information à temps, on a aussi réagi à temps. Et c'est pour ça que je dis la coopération avec les populations est importable, elle est primordiale. Il faudrait que les forces de l'ordre, les autorités administratives et les populations travaillent toujours main dans la main. Les rencontres semestrielles régionales de coordination administrative et de maintien de l'ordre se tiennent ces 15 et 16 juin 2022 à la mairie de Bonamoussadi, c'est dans l'arrondissement de Douala 5e. La suite de ce journal, c'est avec vous, Joséphine Binzi. On se rend dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Of course, this time we take you to Yaoundé, where women from Magnou Division from the southwest region of Cameroon decry the socio-political tensions that characterizes the regions. They are calling on peace and a return to normalcy in a religious protest today in Yaoundé. Here's an excerpt cut for us by Olivier Mbouziku. The message is that, as we say it, is the government that has everything. We are under the government. We cannot do anything without the government, and so we are pleading with them that they are the ones who can put an end to this. Our patron, we're trying to put on the strategy how we can make a makeshift hospital so that patients can continue being received. It has been so disheartening. We have had so many atrocities, but this one, this assault was the cross of it all, that we couldn't go back as tears. That is why we came out to join our voices and call on the Lord God Almighty, because He says we should call upon Him in times of difficulties, and He will answer us. We are asking from God to touch the hearts of all who are causing these atrocities, to look into their lives and see what they are causing to people. Look into other people's lives. Try to have pity that God should touch their heart, because their hearts now are so hardened. It is only God that can touch them, and they will stop doing what they are doing. They have been affected in that they can't go to their farms. They are being kidnapped and raped all the time. They don't go to their farms. How do they feed their families? Back home, women are the ones who are the brain behind their feeding. Also, we like the women over here, we had a project for our women back home that they could how to domesticate Eru. We prepared that project and had it on. Immediately, they don't go to their farms. How do they feed their families? Back home, women are the ones who are the brain behind their feeding. Also, we like the women over here, we had a project for our women back home that they could how to domesticate Eru. We prepared that project and had it on. Immediately, it was 1 year when we started. We had to start harvesting. This problem started, and so the thing is just wild in the bush there. Nobody to harvest. They cannot have any. Le révérend pasteur et professeur d'université Samuel Mdjetoya n'est plus. L'homme d'église a succombé à une crise cardiaque ce mercredi 15 juin aux premières heures de la matinée. Sa dépouille a été acheminée au funérarium de l'hôpital régional de Kansamba, c'est dans le département du Mungo, dans la région du littoral. Mireille Siabdi. L'église évangélique du Cameroun est en deuil. Ce mercredi 15 juin 2022, le pasteur Mdjetoya a rendu l'âme. Il est mort à 4h30 des suites d'un arrêt cardiaque à l'homme, avons-nous appris. La dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital régional de Kansamba. J'ai été le premier consolateur. Ma mission est presque finie.
Je suis sur le point de départ et dans mes paroles d'adieu, je vous promets un autre consolateur. Cet autre consolateur viendra raffermir en vous ce que je vous ai dit quand j'étais avec vous. Et c'est la raison pour laquelle il sera éternellement avec vous. Et dans le gage de l'éternité avec vous, il sera en vous. Président contesté de l'Église évangélique du Cameroun, il avait été élu en 2017 à la tête de cette congrégation religieuse dans le pays. C'était lors du synode de Ngaoundéré pendant lequel l'EEC renouvelait ses dirigeants. Après cette élection, la fraction menée par le révérend pasteur Priso avait porté l'affaire devant les juridictions et des sentences rendues n'ont pas toujours été favorables pour le défunt. Cet ancien président de l'EEC au Cameroun quitte la scène ecclésiastique dans un contexte de crise de leadership sur fond de tribalisme au sein de l'Église évangélique du Cameroun. Rappelons qu'au fort de la crise sur fond de repli identitaire au sein de l'EEC, le révérend pasteur Jean-Samuel Ndjetoya démissionne de son poste le 15 décembre 2021. Officiellement, il est accusé d'incompétence à diriger l'Église. Mais au fond, il s'agissait, selon des sources bien informées, d'une contestation d'ordre tribal. On lui reprochait de ne pas être natif de Douala dans le Vouri, dans une église évangélique du Cameroun dont les fidèles se recrutent essentiellement parmi la communauté Douala. La crise était si forte qu'elle avait été portée auprès des tribunaux. Des clans s'étaient alors constitués, dont le clan du pasteur Priso et la gestion des affaires courantes, confiés à un comité de gestion provisoire. De nouvelles élections restent attendues, tout comme le programme des obsèques du révérend pasteur Jean-Samuel Ndji. Du pasteur Samuel Ndjetoya, la nouvelle est devenue virale sur les réseaux sociaux aux premières heures de la matinée. Les fidèles de la paroisse du cinquantenaire à Douala, où il officiait, y ont accouru pour avoir confirmation. L'homme de Dieu est décédé de suite d'un arrêt cardiaque à Konsamba. Inès Pangan. Des pleurs, des interrogations et des prières ce 15 juin 2022 à la paroisse du cinquantenaire de l'Église évangélique du Cameroun. Ces fidèles accourent dans ce lieu de prière situé au rond Poulain à Douala 5e à la découverte sur les réseaux sociaux de l'annonce du décès de leur pasteur, le pasteur Jean-Samuel Ndjetoya. Dans l'assemblée, le président de transition de l'Église évangélique du Cameroun, le pasteur Salomon Mouetsézé. En ce jour, au petit matin, que nous sommes tous réveillés par le rappel à Dieu de son serviteur, le révérend professeur Jean-Samuel Ndjetoya, qui ne se mettra plus jamais ici pour nous nourrir de la parole de Dieu. Dans l'esplanade du dit temple, deux enfants du défunt pasteur. L'un d'eux est revenu à Douala avec la dépouille du pasteur décédé aux premières heures de ce jour en Konsamba. Dans la nuit, aux environs 2 heures, papa m'a interpellé parce que nous étions à la maison tous deux et il ne se sentait pas bien. Donc je suis allé à son chevet dans la chambre. La situation s'est empirée. J'ai donc réveillé le chauffeur et j'ai décidé qu'on l'amène, parce que nous étions à Melon. Donc j'ai donc décidé qu'on l'amène au niveau de l'hôpital régional de Konsamba avec les voisins qui se sont levés pour nous assister. Et puis nous sommes allés au niveau de l'hôpital, nous sommes arrivés aux urgences. Là-bas aux urgences, il a perdu connaissance et puis voilà, il s'est arrêté son cœur s'est arrêté de battre. C'est à 3 h du matin que mon frère me réveille pour me dire qu'il est aux urgences avec mon papa. Et alors immédiatement, tout embrouillé que j'étais, j'essaye de trouver un véhicule pour pouvoir m'y rendre, quoi. Mais malheureusement, je suis stoppée. On me demande d'attendre le corps sur place. Voilà, c'est tout. La cause du départ brusque de l'homme de Dieu serait un arrêt cardiaque. Non,
Non, papa n'avait pas de problème cardiaque. Hier déjà et avant-hier, nous avons fait du sport ensemble. Papa n'avait pas de problème cardiaque, il n'avait pas de problème pulmonaire. Ça, c'est jamais arrivé. Donc, c'est arrivé une fois. Maintenant, chacun peut conclure ce qu'il en voudra. Bon, le reste du programme et la suite des événements dépendent de l'Église et bien sûr de la famille. Et au fur et à mesure des événements, forcément, vous serez tenus informés. Au-delà du pasteur, Jean-Samuel Ndjetoya était un père aimant, présent et rigoureux. Comme tout enfant, je ne retiendrai que ce qui est bien de mon père. Mon père, certes, était quelqu'un de rigoureux, assez strict, mais très cadré, il nous a encadrés et puis il nous gavait beaucoup. Donc je retiens ce qui est de bon, ce qu'il y a de bon. Le pasteur Jean-Samuel Ndjetoya est l'ancien président de l'Église évangélique du Cameroun. Président contesté, il avait été élu en 2017 en Ngaoundéré et avait par la suite annoncé sa démission en décembre 2021 à Yaoundé. And we take you out of Cameroon. For the first time, NASA is looking to launch a research rocket from a commercial port not in the U.S. This brings to remembrance a legendary comout who died this week. Details with the VOA. 1, 0. Ignition and liftoff. We begin this week on a launch pad in Cape Canaveral, Florida, where a SpaceX rocket carried an Egyptian communications satellite into space. Nilesat 301 will provide broadband internet for the Middle East and Africa. The reusable booster carrying the satellite has previously launched crews to the International Space Station among a handful of other missions. Next, we visit Australia's Arnhem Space Centre, from where later this month NASA plans to blast off its first rocket from a non-US commercial port. This is about not just the rocket launches itself, but it's about sending a message to younger Australians and indeed Australians of any age who might be looking at retraining for future careers of how important science is. The Prime Minister stressed the importance of science, technology, engineering and mathematics education, or STEM, as part of Australia's future. NASA looks to launch 3 research rockets beginning in late June from the facility owned by Equatorial Launch Australia and located on Indigenous land. In other news, NASA's problem-filled Artemis program took a step in the right direction this week as the agency prepared its 30-story Space Launch System rocket for a critical dress rehearsal. This follows an April setback in which NASA was unable to fill the rocket's fuel tanks. If all goes according to plan, and by now, that's a big if, NASA could launch the rocket carrying the Orion spacecraft on a passengerless flight around the moon later this year. Also this week, we remember cosmonaut Valery Ryumin, who went to space 4 times after becoming a cosmonaut in 1973. He spent a total of 371 days in space in 2 short missions and 2 record-setting long-duration flights. Ryumin died this week at the age of 82. Meanwhile, from Van Horn, Texas, space tourism company Blue Origin completed another successful trip after a subpar rocket backup system delayed the flight last month. The 10-minute, 6-passenger journey was the company's 5th crewed launch. To infinity and beyond. Finally this week, out-of-this-world news for fans of the Toy Story movie franchise. Disney's release of Lightyear explores the origins of a beloved character, Space Ranger Buzz Lightyear. For kids of all ages, the worldwide release later this month can't come soon enough. To infinity and beyond. Arash Arabasadi, VOA News. You do know no one ever listens to those. I know that. Narrating helps me focus. Sports. In a pre-match press conference, Gabriel Zobo expectations on why playing a friendly with Senegal and France is important for his team. His reaction was caught up by our reporter, Oni Ladonet. Experimenting the team selection and tactics ahead of the continental showpiece, the Women AFCON, is the reason behind choosing football powerhouse nations like Senegal and France for a friendly. Et quand on est qualifié pour la Coupe d'Afrique, il faudrait qu'on se frotte, n'est-ce pas, à une de ces équipes-là. When you qualify for the AFCON, it's but normal you play a friendly with one of the qualified teams, so as to test your level of preparedness. The games were chosen strategically, and we will bring in a brilliant playing style in Morocco. These friendlies will help in our preparation. Donc ces matchs vont nous servir véritablement de baromètre pour que nous sachions, n'est-ce pas, ce qui reste encore à faire.
The Lionesses, who will face Togo, Tunisia and the Copper Queens of Zambia in the group games, have only but one intention, which is to lift their very first trophy. Aller à une compétition, il faut avoir des ambitions. One should have ambitions when going into a tournament. Every team participating in a competition have their objectives. Some go in to move to the second round, but we are going in to win. And when we go to win, we are not afraid of our opponents. Et quand on va pour la gagne, on n'a pas peur, n'est-ce pas, d'affronter un X ou un Y. A feat Inter Milan trophy. Aller à une compétition, il faut avoir des ambitions. One should have ambitions when going into a tournament. Every team participating in a competition have their objectives. Some go in to move to the second round, but we are going in to win. And when we go to win, we are not afraid of our opponents. Et quand on va pour la gagne, on n'a pas peur, n'est-ce pas, d'affronter un X ou un Y. A feat Inter Milan star Shoot Joya Ajara believes it can be attained as the team is equipped with younger players who all test for success. From now, I think we have many young players. Like before, we have the players have very big experience, and now we have many players. They are very young, so I think it's that only one difference. I think from now we have very good group, and we have very good opportunity to show everyone we are very good team. So we are go there to give all our best to bring Africa Cup at home. The Women African Cup of Nations starts on July 2nd in Morocco. And bringing you updates from the Bipanda Omnisport Stadium, score lines are at 2-2 with Cameroon picking up a draw with Senegal. The girls of Gabriel Zabo opened score a few minutes into the second half through Umbudu Brigitte, but failed to maintain the lead with Senegal leaving scores few minutes later. The last minutes of the game was crucial for both teams who fought hard to break the tie. Jean Koumban Niang did for her Senegalese side, and 3 minutes to stoppage time, Mambo Lambo made it 2 for Cameroon. And it is with those beautiful images from the Bipanda Omnisport Stadium that we close tonight's curtains of the newscast. Thanks for watching. Good night and see you tomorrow. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. On dit justement merci à Emmanuel Tibu et à Oni Ladonnette pour ces images fraîches du stade de Bipanda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.